Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et un nouvel épisode du Rendez-vous économique, un format que j'avais un peu laissé à l'abandon au profit d'autres formats de vidéos un peu plus techniques, mais que j'ai décidé de reprendre. Donc pour rappel, qu'est-ce que sont les rendez-vous économiques? Ce sont des vidéos régulières, une par mois au minimum, dans lesquelles on revient sur l'actualité qui se passe, l'actualité économique et fondamentale, et faire le lien entre ce qui se passe dans notre monde et l'impact que ça a sur les graphiques et comment tu vas pouvoir tirer profit de ça dans ton trading quotidien. Donc dans cette vidéo là, on va parler des sujets donc effectivement, et tu t'en doutes, de tout ce qui est en lien avec les États-Unis, okay, que ce soit l'élection de Donald Trump et les impacts qu'il va y avoir sur les marchés financiers, ou alors le déficit et la dette de l'économie américaine. Voilà, on va parler de ce gros sujet-là, ok. Mais avant toute chose, on va parler du coup du marché de la santé et notamment des médicaments pour la perte de poids qui ont explosé en popularité ces dernières années et dans quelle situation on est actuellement, pourquoi il y a eu une baisse récemment, qu'est-ce que ça implique, est-ce qu'il faut toujours faire confiance à ce domaine-là ou pas. C'est ce qu'on va voir de suite. Donc pour ce premier sujet, comme annoncé dans l'introduction, on va parler des médicaments pour la perte de poids qui ont explosé en popularité ces dernières années, notamment grâce aux réseaux sociaux. Des entreprises comme Novo Nordisk et Eli Lilly ont connu un succès incroyable avec leurs traitements comme le Wegovy, l'Ozempic ou le Mounjaro. Excusez-moi si jamais je prononce mal les mots ou si je les déforme un peu, c'est des fois les noms, on se demande comment ils les trouvent, mais c'est un peu compliqué des fois à prononcer, donc je m'en excuse par avance. Mais du coup récemment leurs actions ont chuté et on se demande si leur succès ne serait pas en train de ralentir. Et du coup dans cette partie-là, je vais t'expliquer pourquoi cette baisse inquiète les investisseurs et ce que ça pourrait signifier pour l'avenir de ces traitements. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que des géants comme Eli Lilly et Novo Nordisk, des grandes entreprises dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils voient leur action chuter? Pour Eli Lilly, qui fabrique Mounjaro et Zepbound, une baisse soudaine des ventes a entraîné une chute de près de 10% de leur action, soit 110 milliards de dollars en moins de valeur boursière. C'est gigantesque, ok? C'est comme si tu es dans une équipe de foot qui gagne tout et que d'un coup tu perds un match crucial. Bah, c'est exactement ce qui arrive à Eli Lilly. Et pour Novo Nordisk, c'est un peu la même histoire. L'action a baissé de 25% depuis juin. On pourrait se dire, mais l'obésité, c'est toujours un problème majeur, non? Oui, c'est toujours un problème majeur. Et le marché des traitements pour l'obésité pourrait atteindre 130 milliards de dollars d'ici 2030. Mais la baisse des actions laisse penser que les investisseurs doutent du potentiel de ces médicaments. Par exemple, pour Eli Lilly, la société a expliqué que le manque à gagner était dû à un excès de stock chez les grossistes. Mais si la demande est aussi forte que l'on pense, pourquoi il y a trop de stock? C'est ce que se demandent les investisseurs et ce qui explique notamment la chute des actions. Okay, c'est que cette explication, elle passe pas trop. Si jamais il y a une demande énorme comme il laisse le faire penser, pourquoi il y a un excès de stock? Du coup, comme je l'ai dit précédemment, ce qui a fait baisser les actions de ce secteur-là, donc de la santé et plus précisément dans le secteur de tout ce qui est de l'obésité, c'est qu'il y a une réelle question concernant la demande. Ok, Sam Fazeli, c'est un analyste de Bloomberg qui soulève une question importante. Si la demande dépasse vraiment l'offre, pourquoi y a-t-il un excès de stock? Ok, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un peu comme si un restaurant qui fait un tabac avait soudain trop de réserves de nourriture. Ça nous amène à nous demander si la demande pour ces médicaments a été surestimée ou non. Ok. Cependant, Eli Lilly reste optimiste. La société compte sur ses 12 autres médicaments phares pour continuer de générer des revenus. Et son action est tout de même en hausse de 40% cette année. La chute, elle est temporaire, ok, selon moi. Et selon les analystes également, ils ont le même retour là-dessus. C'est juste que actuellement, là, il y a eu un problème... il y a eu des excès de stock et donc du coup ça a fait que les investisseurs se sont posés des questions. Okay. Novo Nordisk de son côté attend aussi des résultats positifs grâce à des approbations récentes comme celle de Wegovy pour traiter certains problèmes cardiaques chez les personnes obèses aux États-Unis. Ce type de reconnaissance médicale pourrait booster leur vente. Donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Okay. Il y a une baisse des marchés. On viendra sur les graphiques tout à l'heure. Okay. Juste après ces différents diapos, on va aller voir sur les graphiques ce que ça va donner et ce que moi j'attends pour le futur. Voilà, il y a une chute par rapport au fait que voilà, il y a une question sur la demande qui est réelle, ok, mais l'avenir est grand pour ce secteur-là, ok, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et pourquoi justement il n'y a pas de quoi s'affoler? Parce que les entreprises ne se reposent pas sur leur laurier. Elles investissent dans de nouveaux types de médicaments pour maintenir l'enthousiasme des consommateurs et des investisseurs. Novo Nordisk travaille notamment sur une pilule capable d'obtenir des résultats similaires à ceux du Wegovy, qui est actuellement une injection. Le Wegovy se prend par injection. De son côté, Eli Lilly développe alors celui-là il faut le dire, hein, l'orforglipron, j'espère que je l'ai bien dit,
Une pilule qui a permis une perte de poids moyenne de 15% en seulement 36 semaines dans des essais cliniques. C'est vraiment extraordinaire. Imagine que tu puisses obtenir les mêmes résultats qu'avec une injection, mais en prenant simplement une pilule. Pour les patients, c'est vraiment un vrai truc. Ok, donc c'est ce qui montre que les entreprises sont en recherche constante d'amélioration dans ce domaine, ce qui est très bon du coup pour les actions. D'autres entreprises, des grandes entreprises, comme Pfizer et AstraZeneca, connues pour notamment leur vaccin contre le Covid qu'il y a eu, se lance aussi dans la course aux pilules amaigrissantes, ce qui pourrait dynamiser encore plus le secteur. Tu es au courant, ou si tu ne l'étais pas, tu l'es au courant maintenant, que tout ce qui est concurrence dans un secteur, c'est très important. Ça pousse les entreprises à toujours chercher plus. Et c'est ce qui fait grandir un secteur, et donc inévitablement les actions. Une entreprise qui a le monopole d'un secteur, c'est jamais bon. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, mais c'est jamais bon. Okay, et du coup, c'est pas pour rien, il y a un fonds boursier qui est dédié aux fabricants de médicaments pour l'obésité, qui, on le verra tout à l'heure, a grimpé de 10% cette année. Donc c'est un ETF, d'accord, c'est un groupement d'actions spécialisé dans les fabricants de médicaments pour l'obésité. Donc ça montre que si cet ETF là a augmenté de 10% cette année, ça veut dire que le secteur est porteur et est en croissance. Et les nouveautés du coup ne s'arrêtent pas là. Ok, Novo Nordisk développe également un nouveau composé, c'est un nouveau traitement appelé le CagriSema. C'est une combinaison de cagrilintide et de sémaglutide. Ok, je sais pas si j'ai bien dit les termes, mais je pense que oui. Non. Qui permettrait, en fait, qui a pour but d'aider les patients à perdre au moins 25% de leur poids corporel. Donc c'est un nouveau traitement, ok, encore une nouveauté. Les résultats, ce serait des résultats vraiment impressionnants. Et les scientifiques pensent que cette combinaison pourrait permettre aux patients de maintenir leur poids une fois perdu. C'est pas tu prends le machin, tu maigris et puis hop, après tu peux reprendre le poids. À écouter les scientifiques, les patients n'auraient aucun mal à maintenir leur poids une fois que ce poids est perdu, même après avoir arrêté le traitement. Donc c'est un plus pour l'entreprise Novo Nordisk, et si tout se passe bien, ce traitement CagriSema pourrait être disponible dès 2026. Ok, donc ça c'est une date à noter, d'accord, aux alentours de 2026. Voilà, il pourrait y avoir une explosion de l'action Novo Nordisk, étant donné que bah voilà, si jamais ce traitement voit le jour et fonctionne bien, ça pourrait être vraiment très très prometteur pour l'entreprise. Et tous ces points positifs, il y a quand même un point négatif, ce qui explique du coup la récente chute de ce secteur-là, c'est que les investisseurs restent prudents. Les entreprises comme Novo Nordisk et Lilly doivent prouver que leurs médicaments peuvent maintenir une demande élevée et qu'il ne s'agit pas seulement d'un effet de mode, ok, parce que c'est le problème. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche, on l'a vu avec tout ce qui est NFT à l'époque, ok. Les NFT, qui en entend parler aujourd'hui? Qui a gagné réellement de l'argent avec les NFT? C'était quelque chose qui était beaucoup à la mode. Après, attention, ma comparaison elle est un peu osée, étant donné que là ça règle vraiment un problème majeur de société qui est l'obésité, mais c'est juste pour un peu vous faire comprendre quel sentiment de prudent, pourquoi les investisseurs reste prudent, ok. C'est que, voilà, faut être sûr que là-bas, ça va vraiment durer dans le temps et que ça va pas être qu'un effet de mode. Du coup, ils veulent voir si vraiment ils sont capables de maintenir une demande élevée. Et pour l'instant, le récent ralentissement des ventes et surtout les explications qu'ont donné les entreprises concernant l'excès de stock, ça inquiète les investisseurs et les marchés. Les investisseurs attendent de voir si ces entreprises réussiront à s'adapter aux nouvelles attentes, surtout avec des concurrents qui arrivent sur le marché. Et du coup, pour conclure avec ce sujet-là, avant que ne bouge pas, on va avoir d'autres trucs très intéressants. Là, on va aller voir sur les graphiques ce que ça donne et mes attentes et mes zones d'investissement potentiel sur les entreprises Novo Nordisk et Lilly. Mais avant de passer à autre chose, on va conclure. Le marché des médicaments pour la perte de poids est toujours en croissance, mais il semble entrer dans une nouvelle phase plus compétitive et plus complexe. Pour les patients, c'est une bonne nouvelle. Il y aura plus d'options pour perdre du poids. Pour les investisseurs, ça reste un défi, car il va falloir surveiller de près les innovations et la demande réelle de ces traitements. Donc du coup, on va aller voir de suite maintenant sur les graphiques ce que ça donne, mes attentes concernant ce marché-là, et c'est parti. Donc pour commencer, on va étudier graphiquement le cas de Novo Nordisk, ok. On fera Lilly tout à l'heure. Là, on est sur la time frame monthly, ok. Donc on est en un mois, ok. Une bougie est égale à un mois. Et en fait, on voit qu'il y a deux zones qui nous intéressent, ok. Il y a cette zone-là, ok. Ce dernier mouvement baissier avant l'explosion du prix. Et on a également ce mouvement-là qui nous intéresse, on va aller le voir juste après. Effectivement, si on trace une Fibonacci du dernier mouvement aussi, ok, globalement de ici jusqu'à là-haut, on peut même prendre de là à là, on voit que les deux zones se situent approximativement aux 50% du gros mouvement. Ok, faut savoir qu'un retracement se fait généralement jusqu'aux 50% avant de réaccumuler et de revenir faire des plus hauts. Ok, donc cette zone là, pourquoi elle m'intéresse? Tout simplement parce que c'est là où il y a des ordres négatifs. Il y a beaucoup d'ordres négatifs là, à ce niveau aussi. Ok, dernier mouvement baissier avant l'explosion du prix. Ok, donc ça offre un potentiel de croissance de 73%. Ok, alors après attention,
on n'achète pas bêtement lorsqu'on arrive à ce niveau-ci, ok, parce qu'on a vu cette vidéo, non, c'est pas comme ça que ça se passe. On se renseigne, ok, parce qu'on va pas arriver dans cette zone demain, d'accord, hein. Une bougie est égale à 1 mois, je le rappelle. S'il faut, on n'arrivera même pas dans cette zone-là, on va réagir dans cette zone-là. Mais même si on y arrive dans pas très longtemps, parce que j'en doute, on n'achète pas bêtement, d'accord. On cherche, on fait des recherches sur l'entreprise, sur la santé de l'entreprise à l'instant T, d'accord. Les finances, tu regardes le marché globalement, etc. Bien sûr, tu as les informations plutôt positives de cette vidéo, mais c'est pas parce que tu as vu cette vidéo que hop, directement on va acheter. Non, il faut quand même faire ses propres recherches sur la santé financière de l'entreprise à l'instant T, le marché, potentiellement des crises qui arrivent, etc. Notamment il y a une récession qui va arriver hein, en 2025, c'est à prendre en compte également. Donc voilà, mais ça c'est la première chose qui m'intéresse, la première zone. La deuxième zone qui m'intéresse c'est cette bougie là. Pourquoi? Parce que si on va en plus petit time frame, si on va en daily, on voit que c'est... Donc tu vois ici, on a créé une trendline, d'accord. On a créé de la liquidité avec un point de touche ici, un point de touche ici, un point de touche ici, un point de touche ici. On est venu liquider, mince, on va prendre ça. On est venu liquider et après le prix explosé à la hausse. Et ça, ce sont des ordres en négatif et très en négatif. Pourquoi? Parce que cette liquidation a été tellement impulsive, a été très impulsive, ok. Donc du coup, ça veut dire que les institutions qui ont effectué cette liquidation ont injecté énormément d'ordres vendeurs, ok, pour pouvoir faire cette injection très impulsive. Donc du coup, ça équivaut à une zone qui m'intéresse parce que les institutions vont revenir à l'intérieur pour revenir refermer les ordres qui sont négatifs, accumuler et venir faire potentiellement des plus hauts, d'accord. Donc là on voit que le prix il n'en est pas très loin, ok. Cette zone offre un potentiel rendement de 47%, bien sûr si tu targetes l'order flow, d'accord. Si tu laisses ton investissement tourner, tu peux prétendre à beaucoup plus, mais si tu sors ton investissement à l'order flow, tu peux être aux alentours des 50% à peu près, ok, de rendement, selon ton entrée à peu près, ok. Voilà, entre 48% et 60%. Par contre, toujours pareil, le prix il est pas loin de cette zone-là, on va pas acheter. Même si il y a des choses qui sont très positives pour l'entreprise, même si le marché est porteur, même si tout ça, on attend quand même graphiquement une confirmation par ce qu'on appelle une accumulation, d'accord. Donc je le rappelle, les phases des accumulations et des distributions, donc là en l'occurrence ce qu'on attend c'est une accumulation, parce qu'une accumulation c'est pour faire des plus hauts, une distribution c'est pour faire des plus bas. Les trois phases d'une accumulation ou d'une distribution, c'est 1, un ralentissement, 2, une liquidation, 3, une injection et un BOS, ok. Après le prix il revient tester le bloc et après il part généralement. C'est ce qu'on a eu à ce niveau-ci, ok. Je vais rendre le graphique un peu plus précis, enfin un peu plus propre, pardon. On a eu la phase de ralentissement, ok, boum, le prix ne bougeait plus, ok, on est dans une phase de range, ok, on a créé cette trendline. La phase de liquidation, boum, la phase d'injection et BOS, donc on a injecté, on a fait un BOS ici, on est revenu, reteste le bloc, ok, donc on va le mettre en rouge, tu vois que ici on est revenu, reteste le bloc, ok, on touche le bloc et après le prix il explose à la hausse. Donc là un investissement aurait été intéressant qui part par là, ok, et on aurait fait de là jusqu'au plus haut, on aurait fait plus 43%. Et après, bon, c'est les cycles de marché, hein. On a une distribution, d'accord. Donc là, on a un ralentissement, une liquidation, un BOS, le prix revient de test, le bloc, et après le prix qui chute, okay, pour faire le retracement. Donc voilà, on n'attend pas bêtement que le prix atteigne une zone et on achète bêtement. Non, on se renseigne fondamentalement sur l'état de l'entreprise, les finances, le marché, etc. Et on attend une confirmation technique. Donc soit ça, pour le cas d'un achat, ou soit ça dans le cas d'une vente. Donc voilà pour l'entreprise Novo Nordisk, deux zones intéressantes. Ok, on va retourner en monthly, c'est un peu plus propre à regarder et en soi c'est deux zones très intéressantes. C'est possible hein, que le prix vienne en bas ici ou même plus bas ici, c'est pas impossible, hein. On a vu des entreprises comme par exemple Facebook, etc. qui ont eu des retracements spectaculaires, mais moi ce qui va m'intéresser c'est les deux premières zones. Ok, on a le temps hein, avant que le prix il arrive, s'il arrive dans ces zones là, on a largement le temps, d'accord. Ce qui va nous intéresser c'est d'abord cette zone là et cette zone là. Donc maintenant on va passer de suite à la deuxième entreprise, l'entreprise Eli Lilly. Et pour le cas de l'entreprise Eli Lilly, il y a une zone qui va m'intéresser, bon deux, mais celle-là là, elle est un peu loin, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. La première zone qui va m'intéresser, ça va être celle-là, ok. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, si on trace une Fibonacci sur le dernier mouvement haussier, on se trouve à peu près, voilà, à peu près dans la zone des 50%, ok. Donc comme je te l'ai dit sur le graphique précédent, généralement, on a un retracement qui est minimum vers les 40-50%, si ce n'est un peu plus, du dernier mouvement, ok. Et là, la zone est parfaitement placée, ok. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui m'intéresse, c'est que si on va en daily, on a une grosse zone
de liquidité, une trendline, ok, avec un point de touche là, un point de touche là, un point de touche là. Que font les intervenants? Ils se placent à l'achat là, parce qu'ils se disent que le prix, il peut pas aller plus loin. Ils placent un stop loss en dessous du dernier point de touche ici, ok, et il y en a également qui se sont placés même avant, hein, ici, qui ont des stops à ce niveau-ci. Et donc du coup, que vont faire les institutions? Elles vont venir liquider cette trendline là, ok, c'est toujours pareil, ok, c'est comme ça. On a une première phase là de ralentissement, on a une phase de liquidation, BOS, on revient teste le bloc et on explose à la hausse, ok, comme je t'ai montré sur le cas de Novo Nordisk juste avant, ok. Là, on va avoir le même schéma, ok, on a une zone de liquidité, ici, on va venir liquider, BOS, et venir faire des plus hauts. Sauf que, lors d'une liquidation, le prix s'arrête pas n'importe où, d'accord? Il va pas s'arrêter en plein milieu de l'imbalance ici au milieu du gap. Généralement, il va chercher les blocs institutionnels, d'accord? Les blocs en négatif. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un bloc en négatif ici, avec beaucoup de bougies, ce qui signifie beaucoup d'ordres en négatif. Plus un bloc contient des bougies, plus les ordres en négatif sont conséquents. Donc du coup, moi, ma prévision, c'est que le prix, il vienne faire une liquidation, potentiellement une deuxième liquidation plus profonde, venir toucher le bloc à ce niveau-ci et venir ensuite faire un BOS et exploser la hausse. Okay, et donc du coup, là, on aurait un beau schéma week-off d'accumulation pour préparer des plus hauts. D'accord. Et cette zone-là offrirait un rendement jusqu'à l'order flow. On le rappelle, l'order flow se situe ici. On a globalement une performance de 55%, okay, 55,6. Okay, 55,7. Donc voilà mes prévisions sur Eli et sur Novo Nordisk. Donc attention, hein, ça fait quand même une grosse chute de l'entreprise encore de 22%. C'est pas dit que l'entreprise perde même pas plus. Ok. La deuxième zone qui va m'intéresser, ça va être celle-ci. Ça va être celle-ci. Si jamais cette zone-là est traversée, la zone qui va m'intéresser, ça va être celle-là. Sauf que là, on en est encore loin, d'accord, hein. Celle-là, elle est bien plus intéressante prochainement, d'accord. Et en plus, il va y avoir une récession. Donc la récession, bon, les entreprises, on va dire, dans le secteur de la santé, etc., c'est pas forcément les entreprises qui sont à chaque fois les plus touchées, ok, par les récessions. Mais c'est pas là où les entreprises se portent le mieux, ok. Mais il y aura une vidéo sur la récession à venir qui arrivera prochainement pour entrer plus en détail. Mais donc du coup, pendant la récession, c'est possible qu'on perde encore 20-25% pour venir atteindre la zone et ensuite, pareil, avoir un schéma d'accumulation et venir faire des plus hauts. Ok. Donc comme le cas de Novo Nordisk, une fois que la zone est atteinte, tu te renseignes sur l'entreprise, la santé financière et t'attends une accumulation, donc une confirmation technique. D'accord. Donc voilà pour le sujet des médicaments et du secteur de la santé. J'espère que ce premier sujet là t'aura intéressé et t'aura plu. Reste là parce que le gros sujet de la vidéo arrive, le sujet donc des États-Unis et donc déjà du déficit et de la dette américaine et tout à l'heure des impacts qu'aura Donald Trump avec son élection, les impacts qu'il y aura sur les marchés financiers. Donc on va passer de suite au deuxième sujet de cette vidéo. Donc dans ce deuxième sujet, on va parler que les candidats à la présidence américaine, donc Kamala Harris et Donald Trump, ont évité d'aborder la gestion du budget. Ok, on entend beaucoup parler de l'importance qu'a eu l'élection américaine pour la démocratie, mais presque rien sur la dette et le déficit du budget américain. Pourtant, un budget mal géré peut affaiblir tout un pays. Et dans ce deuxième sujet-là, on va voir pourquoi cette question aurait dû être au centre des débats et pourquoi différents plans des candidats, donc Kamala Harris et Donald Trump, pourquoi leur plan risque d'aggraver une situation déjà critique. Alors, l'écart entre recettes fiscales et dépenses. Pour comprendre le problème, il faut savoir que les États-Unis dépensent bien plus qu'ils ne gagnent en recettes fiscales. Ok, pour te faire simple, imagine que tu gagnes 2000 € par mois, mais que tu en dépenses 2008. Si ça dure des années, tu accumules une dette qui devient très difficile à rembourser. Et c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis. En 2023, le gouvernement a collecté des impôts représentant environ 17% du PIB, okay, donc du produit intérieur brut. Mais il en a dépensé 24%. C'est comme si ton niveau de vie à toi était bien supérieur à tes revenus et que tu empruntais pour maintenir ce train de vie. Ça peut durer qu'un temps, ok, au bout d'un moment, ça marche plus. Ce déficit qu'a les États-Unis est presque 2 fois supérieur à la moyenne historique, alors même que l'économie américaine est en croissance. Okay, donc c'est alarmant. L'économie américaine est en croissance, mais malgré ça, le déficit est presque 2 fois supérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va être en période de crise? Je me le demande. Enfin, j'ai déjà ma petite réponse en tête, mais ça c'est autre chose. En plus, la dette publique, elle a atteint déjà 99% du PIB. Okay, et d'ici 2034, si rien ne change, la dette publique pourrait dépasser 122%.
C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Ce niveau de dette signifie qu'une grande partie des futures recettes fiscales sera dédiée au remboursement des intérêts, au lieu de financer des projets pour le pays. Normalement, les recettes fiscales, dans l'idéal, ça doit servir à construire des routes, financer des écoles, des hôpitaux, et des aides donner des aides pour les personnes qui veulent créer des entreprises, créer du... Voilà, bref, tout ça. Mais donc du coup, avec un niveau de dette aussi élevé, la quasi-totalité des futures recettes fiscales, au lieu de financer ces projets-là pour le pays et d'aider le pays à croître, en fait, il sera dédié à rembourser des intérêts. C'est comme si toi, de ton côté, tu as tellement de dettes que tout ce que tu gagnes à la fin du mois, tu peux rien faire, tu dois rembourser tes dettes. Au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Et c'est ce qui pend au nez aux États-Unis si jamais rien ne change. Et on va voir juste après là que rien n'est prêt de changer. Maintenant, voyons ce que les deux principaux candidats des élections présidentielles proposaient pour l'avenir du pays. Donc maintenant, au moment où je tourne la vidéo, on sait que c'est Donald Trump qui a gagné les élections, d'accord. Mais on va voir dans ce slide-là que peu importe, j'ai envie de dire, si c'était Kamala Harris ou Donald Trump, on était mal barré. Kamala Harris et Donald Trump semblent avoir tous deux ignoré le problème de la dette et du déficit. Kamala Harris promettait des réductions d'impôts et des dépenses supplémentaires pour l'éducation, la garde d'enfants, etc. Et ça aurait coûté environ 4 milliards de dollars, 4000 milliards de dollars d'ici 2035. Okay, et Trump, quant à lui, propose des baisses d'impôts encore plus importantes que ce que proposait Kamala Harris et des exonérations pour les heures supplémentaires et les pourboires. Donc tout ce qui est heures supplémentaires et pourboires exonérés d'impôts. Okay, son plan à Donald Trump pourrait ajouter environ 8000 milliards de dollars à la dette pendant la même période. Okay, donc bon, c'est Donald Trump qui a gagné les élections, donc ça a coûté 8000 milliards d'ici 2035 aux États-Unis. Pour te donner une image, c'est comme si tu augmentais ton niveau de vie sans te soucier de l'impact sur tes finances personnelles. Si tu dépenses toujours plus sans augmenter tes revenus, tu finis par te retrouver dans une situation vraiment très difficile. Et pour un pays, c'est encore plus complexe parce que ça a une conséquence sur toute l'économie du pays. Maintenant que tu as compris que le problème de la dette avec l'arrivée, donc que ce soit de Kamala Harris ou de Donald Trump, ça aurait été pareil, est loin d'être résolu, on va voir à quel point cette dette elle est problématique. Okay, si les plans de Donald Trump se réalisent, on pourrait voir la dette américaine atteindre des niveaux critiques. Okay, d'après les estimations, avec le plan de Kamala Harris, la dette aurait pu représenter 134% du PIB d'ici 2035. Okay, tandis qu'avec celui de Donald Trump, ce qui va être du coup le cas, puisque c'est lui qui a été élu, elle grimpera, selon encore une fois les estimations, à 143% du PIB d'ici 2035. Pour te donner une idée, c'est un peu comme si ton propre endettement représentait bien plus que ton salaire annuel. Ok, ça devient intenable sur le long terme. Et ce niveau d'endettement, à terme, est insoutenable pour les États-Unis. Ok, c'est pas une question de si la dette deviendra un problème, c'est plutôt quand elle le deviendra. Les experts, les analystes sont quasiment certains que la dette deviendra un problème. Ok, c'est pas est-ce qu'elle va le devenir, c'est quand elle va le devenir. Okay, les conséquences d'une dette trop élevée pourraient inclure une augmentation de taux d'intérêt, des coupes dans les services publics ou même des hausses d'impôts pour compenser ça. Okay, et pour un président qui souhaite baisser les impôts et exonérer d'impôts tout ce qui est heures supplémentaires, les pourboires, etc., une dette trop élevée, ça pourrait vraiment l'empêcher de mettre tous ses projets à exécution, ok. Puisqu'une dette trop élevée, au bout d'un moment, tu dois gagner plus d'argent pour la rembourser, donc ça passe par la hausse des impôts, ok. Donc tu comprends bien qu'il va y avoir un conflit de faisabilité entre ce que veut faire Donald Trump et l'état dans lequel il va récupérer le pays, ok. Et tout ça, ça pourrait vraiment affaiblir l'économie américaine, ok. Donc on pourrait retrouver une hausse des taux d'intérêt, donc voilà, tout ça, c'est très, voilà, une hausse des taux d'intérêt, ça ferait augmenter la valeur du dollar, ce que Donald Trump ne souhaite pas faire. Au contraire, Donald Trump souhaite un dollar faible, mais bref, tout ce qu'il prévoit de faire, ça va dans le sens d'une hausse du dollar, hein, et on le verra ça dans le troisième sujet. Bref, ça n'a vraiment un peu ni queue ni tête. Tout ce que souhaite faire Donald Trump et même Kamala Harris, hein, c'est un peu infaisable dans l'état dans lequel se trouve la dette américaine. Mais du coup, tu vas me demander pourquoi, si jamais c'est un sujet aussi crucial, pourquoi les candidats, ils ont pas abordé le sujet, ok? Tout simplement parce que c'est pas très populaire d'en parler. Personne ne veut entendre qu'il faudra réduire les dépenses ou augmenter les impôts pour éviter une crise budgétaire. Si jamais t'as Kamala Harris qui aurait dit, voilà, le pays, on est dans cet état-là, il va falloir augmenter les impôts, réduire les dépenses, etc., elle aurait eu beaucoup moins de voix, d'accord. Les candidats, ils préfèrent faire des promesses qui plaisent aux électeurs, tout ça c'est de la politique, hein, tout simplement, hein, comme des réductions d'impôts ou des investissements dans des projets sociaux, sans aborder les conséquences financières derrière. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est que si toi t'es sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses un petit peu à tout ça, mais la plupart des gens ne s'y intéressent pas. Du coup, ils votent pour des gens qui
promettent des choses qui ont des projets qui ne sont pas réalisables. Imagine que toi tu es en campagne pour devenir président de ton association de quartier, tu vas promettre des nouvelles activités, des réductions de cotisations, etc. Tu évites de dire que ça peut creuser le budget de l'association. Okay, tu vas dire des choses qui vont plaire à l'association de ton quartier pour pouvoir être élu. Okay, et en fait, c'est un peu ce que font les candidats. Ils préfèrent éviter un sujet compliqué et potentiellement impopulaire. Il faut vraiment creuser et s'y connaître un minimum en économie, etc. pour comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Okay, et c'est le but pour moi de cette vidéo, c'est un petit peu de te faire comprendre que les États-Unis vont arriver à un moment où ça va bloquer. Il va falloir faire attention. Si jamais tu veux investir sur l'économie américaine ou alors sur certains secteurs américain, tu te dois de savoir dans quelle situation financière et économique se trouve le pays dans lequel tu veux investir. D'où le but de ce sujet-là. Les conséquences maintenant de cette dette non maîtrisée sont multiples. Okay, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour les Américains? À long terme, si la dette continue d'augmenter et qu'on ne trouve pas de moyens pour diminuer cette dette, ça pourrait forcer le gouvernement à réduire les services publics ou à augmenter les impôts. Les dépenses en éducation, en santé, dans les infrastructures pourraient en souffrir. Okay, tout ce qui est santé, éducation et les infrastructures, ça pourrait être problématique pour ces domaines-là. Sans parler bien sûr des taux d'intérêt qui pourraient grimper et ça rendrait les emprunts beaucoup plus coûteux pour tout le monde, pour que ce soit acheter une maison ou alors financer des projets d'entreprise. Donc si les taux d'intérêt sont élevés, ça va ralentir l'immobilier, mais ça va également ralentir les entreprises, parce que les entreprises, pour financer des projets, ils font des emprunts. Mais si les taux d'intérêt sont élevés et que ça coûte cher d'emprunter de l'argent, les entreprises vont devoir réduire leurs projets. Et qui dit réduire leurs projets, ça réduit le potentiel chiffre d'affaires. Donc en fait, tout est connecté. Okay, donc cette dette-là, c'est vraiment le sujet qui aurait dû être abordé en numéro 1, parce que ça a un impact sur tout, sur l'immobilier, sur les entreprises, sur l'éducation, la santé, les infrastructures, les impositions, tout ça. Donc, du coup, pour conclure, la gestion du budget devrait être une priorité pour les candidats, en tout cas ça aurait dû être une priorité, okay, parce que les conséquences d'une dette incontrôlée pourrait être vraiment grave pour l'économie américaine. Pourtant, ni Donald Trump ni Kamala Harris n'ont semblé être prêts à affronter cette réalité. Et si cette tendance continue, les États-Unis risquent de se retrouver face à une crise budgétaire majeure, avec toutes les conséquences que j'ai citées auparavant. Maintenant que tu as compris quelle est la situation des États-Unis globalement concernant son économie, son déficit budgétaire, sa dette, etc., on va pouvoir passer au dernier sujet, au dernier gros sujet, qui est les impacts du retour de Donald Trump à la présidence américaine, l'impact qu'il va y avoir sur les marchés financiers. Et pour finir, on va aborder le sujet tant attendu, donc du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et surtout de l'impact de cette élection sur les marchés financiers. Avec une majorité au Sénat et probablement à la Chambre des représentants, Trump a de quoi faire bouger réellement l'économie. Et du coup, je vais t'expliquer ce que les investisseurs anticipent, quel secteur pourrait être gagnant ou perdant et quelles grandes questions restent encore sans réponse. Donc premièrement, on va parler de ce qu'on appelle les effets du Trump Trade, une réaction qu'ont eu les marchés qui a été inattendue. Malgré les prédictions qui disaient que la victoire de Trump était déjà dans les prix des marchés, la réaction a été spectaculaire. Mercredi, donc le jour de l'élection, après l'élection de Trump, a été la meilleure journée post-électorale de l'histoire pour la bourse américaine. On parle du coup du Trump Trade, c'est-à-dire les mouvements de marché provoqués par sa présidence. Pour te donner un petit peu un exemple, c'est comme si tu savais à l'avance qui gagnerait une compétition sportive, donc là, en l'occurrence Trump, mais que l'annonce de la victoire crée quand même une immense euphorie. Okay, donc là, c'est la réaction des marchés qui a été plus forte que prévu, malgré qu'il y avait de fortes chances que ce soit Trump qui allait gagner, parce que c'était déjà pricé par les marchés financiers. Ici, même si on s'attendait à une victoire de Trump, le marché a réagi de manière bien plus intense que prévu. Les investisseurs parient donc sur une forte croissance économique grâce aux baisses d'impôts et grâce à la déréglementation que Trump prévoit lors de son mandat. Mais du coup, quels sont les secteurs gagnants, quels sont les secteurs perdants sous la présidence de Donald Trump? Les secteurs qui devraient profiter de cette présidence, on a par exemple les banques, qui sont parmi les grandes gagnantes, car elles espèrent des allègements réglementaires qui pourraient leur permettre de croître. Depuis la crise de la Silicon Valley Bank, donc de la SVB, elles avaient perdu de la valeur, mais aujourd'hui elles rebondissent fortement, leur cours dépassant même celui d'avant la crise de la SVB. Pour les banques, c'est un peu comme si elles recevaient un feu vert pour reprendre de la vitesse. Par contre, le secteur de l'immobilier pourrait souffrir, parce que Trump favorise une politique de taux d'intérêt élevés. Okay, donc qui dit les taux d'intérêt élevés
dit rendre les crédits plus chers. Okay, c'est comme si toi tu voulais acheter une maison mais que les taux d'intérêt augmentent. Du coup, le prêt est beaucoup plus coûteux. Tu vas être plus réticent à acheter une maison, etc. Okay, donc ça ralentit le secteur de l'immobilier. Donc l'immobilier, ça pourrait être un secteur qui sous-performe par rapport à d'habitude durant la présidence de Trump. Okay, le retour de Trump semble aussi favorable aux crypto-monnaies, on le sait, hein. Trump est plus crypto-friendly que Kamala Harris, et aussi aux entreprises américaines avec sa politique America First. Les actions des petites entreprises, okay, donc le Russell 2000, pour ceux qui ne savent pas, le Russell 2000 c'est comme le SP 500, c'est les 2000 entreprises cotées en bourse les plus petites américaines. Okay, donc c'est les 2000 plus petites entreprises américaines qui sont cotées en bourse, contrairement au SP 500 qui lui est les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Okay, et donc l'indice Russell 2000, donc les 2000 plus petites entreprises cotées en bourse américaines, ont bondi de près de 6%. Okay, le jour de l'élection de Donald Trump, ce qui est la meilleure performance en 2 ans. Donc ça montre que le marché a bien compris, le marché price le fait que la présidence de Donald Trump devrait profiter fortement aux entreprises, okay, avec sa politique qu'il appelle America First. Et même Tesla a profité de l'euphorie avec une hausse de 14,75%. Bref, cette élection a vraiment secoué les marchés et Tesla d'autant plus étant donné qu'on le sait, Elon Musk a énormément contribué à l'élection de Donald Trump. Du coup, ça ne m'étonnerait pas que durant tout le mandat de Donald Trump, il fasse en sorte de rendre l'appareil à Elon Musk. Donc ça, le marché l'a très bien compris et donc on a Tesla qui a bondi de 14,75% en quasi une journée. Okay, donc moi, je vais suivre Tesla de très près pendant les futurs mois, les futures années, parce que ça risque d'être très très intéressant. Après, il reste quand même quelques incertitudes à éclaircir. Okay, bien que la victoire de Donald Trump ait levé beaucoup d'incertitudes, il reste encore des points d'interrogation. D'abord, le contrôle de la Chambre des représentants. Okay, si les démocrates obtenaient une majorité surprise, ça pourrait limiter les marges de manœuvre de Donald Trump sur le budget. C'est un peu comme vouloir organiser une fête, mais découvrir que tu as moins de budget que prévu, ça limite ses possibilités d'action. Donc voilà, si les démocrates obtiennent une majorité surprise, bon, ce qui ne devrait pas être le cas normalement, mais ça pourrait gêner un petit peu et limiter les actions de Donald Trump. Okay, donc il faut suivre ça de près. Ensuite, il y a les nominations aux postes clés, comme par exemple le secrétaire au trésor et au commerce. Le choix de ces personnes influencera sa politique économique, notamment sur des sujets sensibles comme par exemple les droits de douane ou la stratégie vis-à-vis de l'Ukraine. C'est comme si tu nommes un nouvel entraîneur pour ton équipe de foot. Ça peut vraiment radicalement changer la stratégie et les résultats, même si les joueurs restent les mêmes. Ok, bah là c'est un peu pareil. Même si Donald Trump reste le président des États-Unis, les personnes qu'il nommera peuvent changer quelques sujets sensibles. Après, il y a un autre dossier qui est super important, c'est l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Okay, le fameux USMCA. Cet accord sera réexaminé en 2026 et Trump a déjà du coup exprimé son intention de limiter les délocalisations vers le Mexique. Et du coup, pour les entreprises américaines, ça pourrait signifier qu'il y aura plus de production locale, mais à des coûts potentiellement plus élevés. Okay, si on limite le marchandage avec, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais le marchandage avec les autres pays aux alentours, ça signifie que on va favoriser la production locale. C'est un peu comme si tu décidais de produire toi-même un produit que tu importais avant. Ça peut coûter plus cher, mais ça crée des emplois locaux. Et Trump veut donc favoriser les entreprises américaines, même si cela implique des coûts additionnels. Donc ça, c'est aussi un dossier à suivre de très près. Et enfin, il y a une grande question qui se pose, qui concerne la Réserve fédérale et son président actuel, donc Jerome Powell, la Fed, c'est le président de la Fed. C'est la banque centrale aux États-Unis, donc qui choisit la politique monétaire, etc. Augmenter les taux d'intérêt, baisser les taux d'intérêt, les maintenir, etc. Ça a un grand impact sur l'économie. Et donc du coup, Jerome Powell, dont le mandat se termine en 2026, Trump a indiqué qu'il ne le reconduirait pas. Okay, donc ça ouvre la porte à une réévaluation du rôle de la Fed et peut-être même à une remise en question de son indépendance. Parce qu'on le sait très bien, une banque centrale doit être indépendante de son gouvernement pour éviter tout conflit d'intérêts, pour éviter qu'une banque centrale prenne une décision qui soit favorable pour le président à court terme, mais qui n'est pas forcément favorable au pays à long terme pour augmenter par exemple la cote de popularité d'un président, etc. etc. Okay, l'objectif d'une banque centrale, généralement, c'est d'être indépendant pour éviter tout conflit d'intérêts. On sait qu'il n'y a une banque centrale ne doit pas favoriser tel ou tel président, globalement. Historiquement, Paul Volcker avait renforcé la crédibilité de la Fed en défendant son indépendance. La nouvelle administration de Trump pourrait chercher à poser un modèle différent. Okay, c'est comme si on changeait le capitaine d'un navire en pleine traversée pour prendre une autre direction. Ça pourrait avoir un impact majeur sur l'économie. Donc en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est est-ce que Trump va élire, entre guillemets, un président de la Fed qui est réellement indépendant, ou est-ce que le mandat du président de la Fed à venir va être
bourré de conflits d'intérêts, etc., ce qui pourrait être négatif pour l'économie américaine. Okay, donc ça, c'est une question dont on aura la réponse à la fin du mandat de Jerome Powell en 2026, donc ça reste quand même un an, ok, il reste un an, un peu plus d'un an, et après on aura la réponse. On aura la réponse et puis on verra les impacts. Mais c'est quelque chose qu'il fallait que je soulève pour que tu sois au courant que le président de la Fed va changer et qu'il pourrait y avoir quelques conflits d'intérêts à venir selon la personne que Trump va élire à sa place. Et du coup, si on devait faire une conclusion, on a un avenir incertain mais plein de promesses pour certains secteurs. Le retour de Trump apporte avec lui un mélange d'euphorie et d'incertitude sur les marchés financiers. Les banques, les crypto-monnaies et les entreprises, les petites entreprises vont bénéficier et en bénéficient pour le moment. Ok, on l'a vu, hein, l'explosion de tous ces secteurs-là le jour de l'élection de Donald Trump, tandis que des secteurs comme l'immobilier pourraient faire face à des défis. Okay, les choix de Trump, notamment pour la Fed, donc pour la réserve fédérale, hein, et les accords commerciaux auront un impact durable sur l'économie américaine et donc du coup sur l'économie mondiale, parce que tu sais très bien que l'économie américaine l'Amérique, les États-Unis est un grand acteur de l'économie mondiale. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a un impact sur l'économie américaine, c'est un impact sur l'économie mondiale. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu veux rester informé de l'actualité économique, comprendre les impacts des marchés financiers, comprendre la corrélation entre la fondamentale et l'aspect plus technique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, je te réponds avec plaisir. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou que voilà, tu aimerais avoir plus de précision, n'hésite pas, je te réponds avec plaisir. N'oublie pas que tu as le lien de mon école en ligne qui est l'accès de base et gratuit, ok, tu as le lien dans la description et puis on peut se retrouver là-bas, partager nos graphiques, nos actualités, etc. Voilà, je partage beaucoup d'informations là-bas. Donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, passe une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se dit à très bientôt. Ciao ciao.